clairement qu'elle leur ait été exposée. Donc je crois que c'est assez dur comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Alors sur la différenciation, Patrick et j'ai oublié votre nom, Daniel, il faut quand même revenir au projet de loi Taubira. Effectivement, ce projet de loi procède à quelque chose qui est quand même extrêmement violent, c'est à la suppression des termes père et mère et homme et femme de la loi. Les parrains, les marraines, que sais-je, la société autour. Donc l'éducation n'appartient plus à personne. Non, ça n'est pas un problème d'éducation. Ça n'est pas un problème d'éducation. Je pense que c'est un problème de possibilité par rapport à ces enfants d'avoir en face d'eux d'autres adultes, qui peuvent, des fois ça peut aussi être un éducateur, etc., qui sont d'autres référents et que personne ne vit en vase clos. D'ailleurs, la majorité des études qui ont été faites et qui malheureusement ont peu été faites en France, mais beaucoup été faites à l'étranger, d'enfants qui vivent dans des familles homoparentales, montrent que ces enfants-là, globalement, ne vont ni mieux ni moins bien que les autres, n'ont pas davantage de problèmes psychologiques. Et je pense que quelqu'un, par exemple, alors c'est vrai que la planète psy est très divisée sur l'affaire et que notamment les lacaniens purs et les freudiens purs qui en sont, je ne vais pas dire restés parce que ça pourrait être qualifié comme négatif, c'est pas ce que je veux dire, mais qui appuient la majorité de leur schéma de développement uniquement sur le triangle oedipien, pensent comme vous, que effectivement ces enfants-là auront beaucoup de mal à se structurer dans ces familles-là. Ceci étant, d'autres psychanalystes pensent de manière différente, et quelqu'un comme Boris Cyrulnik, qui me semble quand même en matière donc qui est un psychiatre, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est très spécialisé dans la psychiatrie et la psychologie de l'adolescent, et lui, tout à fait favorable à la loi, à la limite c'est son problème, mais surtout dit qu'il suit beaucoup d'enfants de familles homoparentales et qu'il constate chez ces enfants-là qui ne sont pas ni mieux ni plus intelligents que les autres, mais qui ne sont pas non plus davantage pathologiques. Merci Daniel. Aujourd'hui, les familles nucléaires vivaient avec les grands-parents, les cousins et les neveux. Moi, non mais honnêtement, je vois plutôt, moi, des familles où, effectivement, à part les frères et sœurs, effectivement, les parents vivent avec les enfants et pas avec toute une tribu comme autrefois. C'est d'ailleurs quelque chose que je déplore, moi-même, personnellement. Mais bon, alors après, on me dira, mais il y a l'éducateur, il y a l'école. Caroline Fourès va jusqu'à dire, de toute façon, c'est pas grave, il y a la télévision et Christophe de Chabannes. Qu'avec mes parents et mes frères et sœurs, hein, donc j'ai toute une famille derrière, des cousins, des cousines, donc enfin j'ai 20 cousins, cousines, j'ai eu des grands-parents. Vous avez une grande maison. Oui, j'ai ma grand-mère donc qui est décédée donc l'année dernière à 99 ans, qui a eu donc 24 petits-enfants, une cinquantaine d'arrière-petits-enfants et qui était même arrière-grand-mère. Non, mais je veux dire, j'ai eu d'autres apports, pas que de mon père ou de ma mère. Les sons. Là, je pense qu'il y a les sons peut-être Henriette nous apporter. Des amalgames et un débat qui sont Henriette. un petit peu. Je peux juste dire un mot avant qu'Henriette le dise, juste vraiment à propos de cela. C'est le fait que oui, moi aussi, enfin j'ai vécu avec mes parents, avec mes sœurs. Moi aussi j'ai croisé mes cousins, moi aussi j'ai croisé mes grands-parents, moi aussi j'ai croisé mes tantes et oncles très régulièrement. Ça pouvait même arriver 2 dimanches dans le mois. Mais la décence veut que l'éducation, mes parents ne me l'apportaient pas en public, donc pas devant mes grands-parents, pas devant mes tantes, pas devant mes oncles, pas devant mes cousins, parce que l'éducation appartient au domaine du privé, appartient au domaine de l'intime, et même devant la famille élargie, on n'apporte pas l'éducation à son enfant, on le fait au sein de la famille, et de la famille nucléaire. Enfin, pour moi, c'est une question d'essence. C'est une notion d'éducation qui me semble très restreinte. Je veux dire, qu'entendez-vous par l'éducation? L'éducation, c'est un comportement qu'on a en permanence face à ses enfants, face aux autres. Et donc, je pense qu'on a tous un rôle éducatif. Enfin, moi, j'ai la chance d'être grand-mère de 2 petites filles, que je vois assez régulièrement, mais ça n'habite pas trop loin. Je suis persuadée que j'ai
de toute façon, de par mon comportement, de par certaines réflexions que je leur fais, de par un certain nombre de choses que je vis avec elles, forcément une influence sur leur éducation. L'éducation ne se résout pas au fait que vos parents, à un moment, vont vous prendre entre quatre yeux en disant « Mon garçon, faut être honnête, faut être... » C'est pas ça l'éducation, je veux dire, pas du tout. C'est par exemple l'exemplarité des parents qui se comportent devant leurs enfants. Et pas uniquement. Bon, enfin, bref, on va pas débattre pendant 1000 ans, mais il y a quand même plus de temps passé avec les parents qu'avec les grands-parents. C'est ce dont il s'agit dans le projet de loi. On est contraint en quelque sorte de quitter cette référence à la filiation biologique. Parce que la filiation, elle est une pour tous. On ne va pas commencer à recréer de système alors qu'on est sur une loi qui justement se fonde sur le principe d'égalité et de non-discrimination. Donc si on quitte cette référence à la filiation biologique, on va en quelque sorte fonder notre filiation sur une sorte de parenté sociale. C'est-à-dire ce qui va permettre de créer ce lien de filiation, c'est pas cette référence à l'engendrement biologique, mais c'est bien cette référence au projet parental. Voilà, vous avez deux femmes et la volonté et le désir. Voilà, il faut, et c'est important de bien comprendre qu'on veut. Alors, moi, c'est vrai que ça pose des questions sur le plan juridique, hein, qui sont quand même nombreuses et qui ne sont pas aujourd'hui tranchées. Je me voilà, laissons réagir. Laissons réagir à ça d'abord. C'est bien ce que compte faire la loi. On est d'accord? La loi Taubira compte bien créer cette nouvelle filiation de l'ordre de la parenté, de l'ordre social. Sachant que puisque la filiation est une, ce bouleversement s'imposera à tous. C'est comme, on ne peut pas dire que, voilà, après, c'est un bouleversement qui repense notre droit de la filiation. Et moi, j'ai quand même la question de l'intérêt de l'enfant par rapport à toute cette question de l'origine et de son inscription dans la chaîne des générations. Alors, Daniel, oui. Effectivement, je crois entendre dans ce qu'on dit souvent une image un peu idéale de la famille, un petit peu une image d'Épinal qu'on aurait tous, et moi la première, hein, du père, de la mère, parfait, aimant, qui ont des enfants beaux et intelligents. Et quand je vous entends, je ne vois pas très bien où est la place actuellement, dans ce que vous racontez, des familles monoparentales, des innombrables familles recomposées avec toutes les figures de recomposition possibles, les parents, les beaux-parents, le beau-père, etc. Et je pense que ces gens-là, bon, effectivement, c'est peut-être, là je rejoins le docteur Fachter, c'est plus facile peut-être d'élever un enfant quand on est dans un couple, disons, tout à fait classique, et le challenge est peut-être un petit peu plus difficile quand on ne l'est pas, mais je pense qu'on ne peut pas dire que les enfants élevés dans ces conditions sont forcément moins bien élevés que les autres. Et puis, il y a autre chose, c'est que les familles homoparentales, c'est pas la loi qui va les inventer, ils existent. Et je peux vous dire qu'en tant que gynécologue, je suis maintenant l'objet de demandes, et c'est très récent, je ne remonterai pas ça à plus de 2 ans, d'un certain nombre de femmes qui veulent être enceintes, qui vivent en couple homosexuel et qui vont se faire inséminer en Belgique, en Espagne, ou avec toutes les possibilités de bricolage multiples en la matière. Et je suis actuellement, dans mon cabinet, 6 grossesses de femmes, donc il y en a une qui a couché, donc j'en suis plus que 5, de femmes qui sont en couple homosexuel. Et ça, c'est totalement nouveau. Pour moi, ça n'existait pas jusqu'à il y a 2 ans. Donc je pense que ces familles homoparentales, on ne les invente pas, elles existent. On a du mal à les dénombrer en France, hein, 25 à 40 000 selon l'INED, 200 à 300 000 selon les associations des familles. C'est le nombre d'enfants. Oui, je parle d'enfants. Oui, pardon, hein, c'est des enfants dont je parle. Et donc, soit qu'effectivement, ce sont des familles qui élèvent un enfant qui est né de manière totalement hétérosexuelle parce que c'est l'enfant d'un des membres du couple qui a été marié avant. Hein. Soit effectivement, l'enfant est né d'un des membres du couple pour être destiné, j'allais dire, à être vécu dans le couple en question. Et soit l'enfant a été adopté par une seule personne. Il y a quand même quelque chose dans la loi, et là je voudrais bien savoir ce que Madame de Riva peut nous dire. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est totalement aberrant,
c'est que effectivement, en termes d'adoption, un célibataire peut adopter. Et la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil d'État ont décidé que l'homosexuel, ou font statuer sur le fait que l'homosexualité ne peut être opposée pour refuser un agrément. Ce qui veut dire concrètement qu'on peut être homosexuel déclaré, autorisé à adopter un enfant et qu'on ne pourrait pas l'être quand on est en couple. Là, franchement, il y a quelque chose qui m'échappe sur le droit de l'enfant et le bien-être de l'enfant. Oui. Oui, je voulais juste, je laisserai répondre ensuite, et je vais quand même rebondir, et ça me permet de rebondir à ce qui se disait tout à l'heure. Je ne pense pas qu'un enfant qui est élevé par un couple homme-femme, parce que je déteste le terme d'hétérosexuel, un enfant élevé par un couple homme-femme est forcément équilibré. Je pense même qu'il y a certains enfants élevés par des couples homme-homme ou femme-femme qui seront plus équilibrés que certains enfants élevés par des couples hommes-femmes. Mais c'est pas la question. La loi n'est pas là pour proposer ce qu'il y a de moins pire aux enfants, mais ce qu'il y a à proposer de meilleur. Et ce qu'il y a de meilleur pour un enfant, ça reste la parité. On défend la parité en tous les domaines. Moi, je la défends, y compris dans l'éducation. Mais la loi est adoptée. À votre avis, qu'est-ce qui empêchera de lever l'interdit de l'inceste? Qu'est-ce qui empêchera de Question à qui? Attendez, je viens de... Qui disait un cheval, alors que je ne dise pas de bêtises, un cheval bon marché est rare, tout ce qui est rare est cher, donc un cheval bon marché est cher. Eh bien là, nous sommes exactement dans la même simplification, exactement dans le même point de figure. Le mariage homosexuel est réclamé par amour. L'amour peut conduire à l'inceste, donc le mariage homosexuel peut conduire à l'inceste. Donc moi, c'est exactement le même niveau. Pas du tout. C'est parce qu'il y a des millions de Français qui ont validé ça le 6 mai en votant pour François Hollande et son programme, et je crois que c'était très clair dans sa campagne, et encore plus largement pendant les législatives, et où on a élu une majorité extrêmement large. Je termine, s'il vous plaît. Quelle est la question? La question, elle arrive. Non, elle arrive, vite. Je vais quand même utiliser mes 30 secondes, mais si je suis interrompu toutes les... ça va être compliqué. Vous avez parlé d'aberrations anthropologiques, des choses comme ça. Écoutez, vous avez parlé d'anthropologie, il y a d'autres anthropologistes, tels des médiateurs du CNRS comme Maurice Gondelier, qui vont vous dire que c'est tout à fait normal qu'il y ait différentes formes de famille et que ça a évolué dans l'humanité, et arriver à une nouvelle forme de famille avec des familles parentales ne changerait pas grand-chose. Je vais poser ma question, restez calme. Oui, mais s'il vous plaît. Ce qui est hallucinant, ma question est à Daniel. Ce qui est hallucinant, j'ai l'impression dans ce débat, c'est que tous les arguments qui ont été opposés au mariage et à l'adoption par les couples homosexuels sont les mêmes arguments qu'on peut opposer aux couples hétérosexuels. On l'a très très bien vu dans les 20 minutes. Dans les 20 minutes qui ont parlé de l'adoption. Excusez-nous, s'il vous plaît, la salle, respectez la personne qui a la parole. Ce n'est pas vous qui avez, ce n'est pas la salle qui a la parole, c'est la personne ici qui a le micro qui parle. Maintenant, s'il vous plaît, soyez court dans votre question. La question maintenant. J'ai l'impression que ces mêmes arguments qu'on a opposés aux couples homo sont les mêmes qu'on peut opposer aux couples hétérosexuels, en tant que si effectivement des brouilles dans la filiation, elles existent déjà aujourd'hui, que la PMA existe déjà aujourd'hui, vous l'avez très bien fait remarquer, maître, que ce sont des prédictions qui vont changer extraordinairement avec la nouvelle loi. Daniel, ma question est, s'il vous plaît, laissez-moi terminer, on n'a pas l'impression que tout le monde a la même liberté d'expression ici. Que 30 secondes pour la salle. Est-ce que refuser cette loi avec des arguments aussi fallacieux que ceux-ci, n'est-ce pas nier la réalité de dizaines de milliers de familles qui existent déjà aujourd'hui, et donc aller contre l'intérêt des enfants qui sont déjà les enfants de familles homoparentales, référence les auditions à l'Assemblée nationale des familles homoparentales. Réponse de Daniel. Daniel, est-ce que je peux répondre à la première question?